grâce au perfectionnement de la microscopie, le 19e siècle permettra aux scientifiques de mettre en évidence les agents pathogènes d'une grande partie des maladies infectieuses chez l'être humain. En 1876, Robert Koch arrive à cultiver le bacille de la maladie du charbon, essentiellement une maladie qui atteint le mouton. En 1882, il découvre une autre bactérie, l'agent de la tuberculose, qui portera dorénavant son nom, bacille de Koch. À la même époque, la réforme agraire crée des masses de chômeurs. La révolution industrielle va les attirer vers les villes, pas préparés à un tel exode. Ces gens sont les nouveaux pauvres, entassés dans des locaux sordides, sans confort, mal nourris, peu exposés au soleil, mais beaucoup aux toxiques industriels, souvent confrontés à l'alcoolisme. Aucun traitement n'existe alors contre la tuberculose. Il n'y a pas non plus d'assurance sociale. C'est en Silésie que l'on construit le premier bâtiment pour cure afin de soigner les tuberculeux. La philosophie, c'est air pur, régime riche en calories, repos absolu. On y ajoutera ensuite altitude 1300-1500 mètres. Dorénavant, les immeubles de cure sont construits avec des terrasses afin d'aérer au maximum les patients, mais la notion d'exposition au soleil n'est pas encore connue. Mais que se passe-t-il en Suisse, dans le pays d'Heidi, avec ses montagnes, son air pur et son bon lait qui guérit les maladies? En 1868, le docteur Alexander Spengler va ouvrir le premier établissement de cure à Davos. C'est d'emblée un succès extraordinaire. On y vient de toute l'Europe. La discipline cependant est stricte, militaire. Ainsi, le romancier Thomas Mann, qui a écrit La montagne magique, parle de pénitencier hygiénique. Au cours des années 1935, cet établissement passe sous la coupe du Parti national-socialiste allemand et l'ambiance devient alors beaucoup plus frivole. Quelques années plus tard, c'est au tour de l'Aisin, où le docteur Auguste Rollier préconise l'héliothérapie, une exposition au soleil maximum pour donner l'école, faire la gymnastique et même du ski en petite tenue. Et en Valais, que se passe-t-il? Voici une vue de 2020 du lac Grenon et de l'hôtel du Parc, début de l'épopée des sanatoriums que va nous raconter Madame Sylvie Doriot-Galofaro. L'hôtel du Parc au début du XXe siècle. Nous sommes aujourd'hui chez Madame Sylvie Doriot-Galofaro, ethnologue et historienne de l'art. C'est elle qui va nous parler des débuts des sanatoriums sur le haut plateau. Voilà, alors je vais vous parler du docteur Théodore Stéphanie, des photos que j'ai retrouvées, puisque j'ai retrouvé 1300 photos, des débuts des sanatoriums à Crans-Montana. Mais avant le docteur Stéphanie, en 1892, on a le premier hôtel qui a été construit par Louis Anti et Michel Zuffray. Et là, vous avez une première photo qui montre justement comment c'était Crans-Montana, une région des Mayens, avec aucune construction, sauf ce premier hôtel, l'hôtel du Parc. Voilà, alors là maintenant une deuxième photo de l'hôtel du Parc, où vous voyez qu'on a des galeries de cure qui ont été aménagées pour les premiers malades du docteur Théodore Stéphanie, qui va arriver de l'Aisin, et il va voir qu'à Crans-Montana, il y a moins de brouillard qu'à l'Aisin, et c'est une des raisons, le climat, qui va faire en sorte d'amener ces malades à l'hôtel du Parc. Donc la cohabitation entre les malades et puis les touristes de Louis Anti à l'hôtel du Parc, ça ne va pas jouer, puisque bien sûr que la tuberculose était contagieuse, hein, comme aujourd'hui on parle du Covid, mais à ce moment-là également, donc c'était une maladie qui faisait peur. Donc on décide de se séparer, et le docteur Théodore Stéphanie va construire les premiers sanatoriums à Crans-Montana, qui va être le Beauregard, et je vais vous montrer la prochaine photo du Beauregard. Donc Louis Anti, à l'hôtel du Parc, aura un associé qui est Michel Zuffray, donc c'est ensemble qu'ils vont construire ce premier hôtel du Parc. Mais Michel Zuffray décide aussi de se séparer de Louis Anti pour construire le deuxième hôtel à Montana, à l'hôtel
l'hôtel Forest, qui va se situer à Vermala, à l'emplacement plus ou moins où Jean-Marie Hélène Berger construira la tour de Vermala. Alors voilà, quand le docteur Théodore Stéphanie décide de donner l'impulsion à un premier sanatorium, on est seulement en 1899. Donc on construit tout de suite des grandes dimensions et puis on voit ce qui est caractéristique de l'architecture sanatoriale, où on voit ces galeries de cure d'air, comme on les appelait, hein, où on disait que c'était le bon air des Alpes hein, qui soignait. Et le docteur Théodore Stéphanie va remarquer tout de suite aussi que l'importance du panorama, ce qui est toujours quelque chose d'important à Crans-Montana, ce qui avait son importance hein, pour les malades hein, qui contemplaient toute la journée ce panorama. Et ce premier Beauregard il va faire faillite assez rapidement, et ensuite ça sera des Anglais de la compagnie Lunn, Henry Lunn et Arnold Lunn, qui vont racheter cet ancien sanatorium pour le transformer en palace. Et ça sera le premier palace de Montana. Voilà, alors le docteur Théodore Stéphanie, malgré la faillite au Beauregard, il ne va pas se décourager et il va construire son propre établissement. Donc on est toujours vers 1900, ce qui est quand même relativement tôt hein, dans la construction des sanatoriums. Et on voit donc là, alors comme j'ai ces 1300 photos, j'ai au moins une centaine de photos de la construction de son établissement, où on le voit d'abord l'intérêt de cette construction avec les galeries de cure, et puis après l'agrandissement. Donc on voit que c'était quand même quelque chose d'important, ce sanatorium. Lui, alors, il ne voulait plus trop dire le mot sanatorium, il va dire établissement Stéphanie. Alors toujours ce docteur Théodore Stéphanie, il va encore donner l'impulsion pour un deuxième sanatorium qu'on va appeler le Clermont, mais on appellera aussi le Clermont-Genevois, puisqu'aujourd'hui c'est la clinique genevoise. Là on est toujours vers 1900 et en 1903 ça sera inauguré. Ça a aussi son importance parce que quelques années plus tard, quand Jean-Marie Hélène Berger sera atteint de tuberculose, c'est là qu'il va se faire soigner. Et ensuite, il va le transformer. Il va transformer ce sanatorium et le sanatorium Beauregard. Voilà, donc là, on peut voir son sanatorium, l'emplacement maintenant du sanatorium par rapport au Beauregard et par rapport à la clinique genevoise. Son établissement est mieux situé, donc plus proche du centre de Montana. Aujourd'hui, pour les connaisseurs, c'est l'hôtel Valésia. Mais à ce moment-là, on ne reconnaît rien, hein, justement, puisqu'il n'y a aucune construction. Donc tout de suite, il amène ses grandes dimensions. Vous les voyez dans les deux. Puis après, il va être membre fondateur de la Société de développement de Montana, d'abord secrétaire et puis après président. Donc là, on le reconnaît maintenant entouré de touristes. Hein, on le voit 2 fois sur ces photographies. Donc ici, on a ces photos qui sont extrêmement intéressantes parce qu'on voit les galeries de cure et avec les malades qui étaient allongés donc, sur leur lit. Et là, vous voyez le docteur Théodore Stéphanie en skieur. Hein, donc c'est une des plus vieilles photos de ski avec son fils Jacques Stéphanie qui était aussi médecin. Et on le voit en 1899. Donc là, on est en 1917, pendant la Première Guerre mondiale. Il était aussi militaire, hein, donc il va accueillir le général Pau. Au moment où les internés de la Première Guerre mondiale arrivent à Sierre, et puis après ils vont arriver, donc on les soignait bien puisqu'on va les recevoir au Palace de Montana, donc l'ancien sanatorium Beauregard. Et là vous voyez donc toute l'arrivée, c'était surtout des internés français qui vont venir en 1917 accueillis par le docteur Théodore Stéphanie. L'action maintenant du docteur Théodore Stéphanie, hein, donc il est président de la Société de développement, et il va commander au peintre Henri-Édouard Bercher un énorme panorama. Et grâce aux archives de l'Office du tourisme hein, que j'ai pu découvrir, je me suis rendu compte de l'importance de ce docteur Théodore Stéphanie pour le marketing de Crans-Montana. Alors par exemple, hein, ce panorama va être accroché à la gare de Berne en 1926 pour attirer les touristes, parce qu'ils ne voulaient pas avoir que des malades. Hein. Donc cette dissension entre les sanatoriums, on va dire à Montana, il n'y a que des malades, tandis qu'à Crans, on va avoir des sportifs. Et le docteur Stéphanie va être d'accord justement de faire des listes séparées pour ne pas dire qu'à Montana, il n'y a que des malades. Alors ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'en 1915, donc on est toujours pendant cette Première Guerre mondiale, on a Ferdinand Hodler qui va venir à Montana, parce que sans doute il avait entendu parler du docteur Théodore Stéphanie, parce que son fils Hector, qui était atteint de la tuberculose. Donc il va venir voir bien sûr son fils, mais en même temps il va peindre des magnifiques
panorama, des bouts de panorama de Crans-Montana avec les lacs. Et moi, j'ai essayé de les identifier parce qu'ils s'appellent tous lacs de Montana. Mais en réalité, il ne peint pas seulement un seul lac. Il fait un petit peu le tour de tous les lacs. Donc, j'ai aussi écrit un livre sur Gaston Barras, qui a été président de commune de Chermignon, qui a été promoteur, mais surtout président du Golf Club Crans-sur-Sierre. Mais ce que j'aimerais raconter par rapport au sanatorium, c'est que lui-même a livré le lait dans les sanatoriums, mais surtout sa maman, Josette, parce qu'ils avaient la première laiterie à Montana, et ils ont livré le lait, entre autres, dans les sanatoriums, mais aussi au palace. Et quand ce palace a fait faillite, ils n'ont pas été payés, alors qu'ils avaient déjà livré le lait pendant plusieurs mois. Donc, dans les années 30, j'ai retrouvé des extraits de PV de la Société de développement de Crans, où on parlait de la question des malades, où on disait qu'à Montana, il n'y avait que des malades, donc on voulait presque créer une ligne de démarcation entre Crans et Montana. Bon, ce n'était pas une vraie ligne, mais ça c'était vers le pavillon des sports, et on disait que si on dépassait cette ligne, si on allait à Montana et on avait les lèvres coupées, on pouvait attraper la tuberculose. Donc tout ça pour vous montrer qu'il y avait vraiment une rivalité et qu'on avait peur de la tuberculose. Et on disait que c'était à Montana. Alors heureusement, dans les années 50, une fois qu'on a découvert la streptomycine, Montana va perdre son statut peu envié comme station de culte. Voilà, alors vous avez ici Jean-Marie Ellenberger qui est né à Genève en 1913. Il va faire l'aéroport de Genève entre autres et il doit interrompre le chantier pour venir se soigner parce qu'il est atteint d'une tuberculose. Il va venir à la clinique genevoise. Et une fois qu'il est guéri, il va transformer ce premier sanatorium, qui était le sanatorium Beauregard, dû à l'initiative du docteur Théodore Stéphanie. Ils se connaissent, il a peut-être été soigné par le docteur Stéphanie. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'après, il va transformer ce premier sanatorium, qui s'appelait donc le Beauregard, qui a été construit en 1899, c'est donc très très ancien, par le docteur Stéphanie et puis des associés genevois, comme le docteur Stéphanie était genevois. Donc là, vous voyez cet ancien Beauregard, le Beauregard qui était le premier sanatorium de Crans-Montana, et il reste encore cette partie ici derrière. Puis alors, Jean-Marie Ellenberger, en 1949, va se faire mandater par le canton de Berne, et il va le transformer, donc il va démolir toute cette partie. Il va seulement garder les grandes dimensions. C'est le dernier sanatorium construit en tant que sanatorium dans les Alpes. En 1949, on avait déjà découvert la streptomycine, donc on arrivait déjà à guérir de la tuberculose, mais Jean-Marie Ellenberger, comme bien sûr il venait de guérir de la tuberculose, il a voulu encore construire un sanatorium. Voilà alors pour cette façade et puis ce grand bâtiment en grande dimension, donc ce premier sanatorium qui a été transformé en 1949 par Jean-Marie Ellenberger. On a une façade tout à fait moderne avec un socle ici avec des pierres rustiques qu'il a fait en collaboration avec André Perrodin de Sion. Puis les étages, 5 étages avec des grandes terrasses où on pouvait toujours mettre le lit des malades face au magnifique panorama. Ces terrasses sont devant chaque chambre, c'est plus que des galeries de cure comme on avait vu dans l'ancien sanatorium. Elles ont des grandes dimensions, puis ça a été privatisé. Donc l'architecture moderne de Jean-Marie Ellenberger, elle est vraiment intéressante parce que vous voyez déjà son entrée qui est monumentale, qui accueille le visiteur. Vous voyez aussi ce socle imposant aussi, allégé, puisqu'on a des grandes baies vitrées, donc on n'a pas directement des murs porteurs, mais des structures ossature en béton. Vous voyez aussi les fenêtres, il y a un rythme entre l'ossature en béton et puis les fenêtres encore avec le cadre en bois. Puis on arrive bien sûr avec le béton armé qui porte bien sûr tout le bâtiment, la corniche en béton et ces grands balcons. Ces grands balcons qui ont remplacé les galeries de cure d'air d'autrefois du sanatorium Beauregard. Maintenant, on a des grandes terrasses qui sont pratiquement privées devant chaque chambre. Mais c'est toujours un sanatorium en 1949. Alors voilà Hans Erni. En 1949, il va être mandaté par la clinique bernoise parce qu'il était ami de Jean-Marie Ellenberger. Donc en 1949, il va faire cette énorme fresque de 34 mètres, la vie paysanne et culturelle bernoise, dans lequel vous allez voir 8 thèmes qui sont retracés. Hans Erni était dans une période un petit peu honnie par la Confédération, puisque
on lui a retiré la commande des billets de banque suisse parce qu'il était communiste. Donc pour la Suisse, ce n'était pas possible d'avoir quelqu'un qui était, même s'il n'était pas directement communiste. On lui a aussi enlevé l'exposition, le commissariat de l'exposition au Brésil. Mais Jean-Marie Hellenberger le présente au conseil d'administration de la clinique bernoise pour réaliser cette fresque énorme de 34 mètres. Les thèmes en présence sont la famille paysanne, sa vie, ses travaux agricoles, les hornus, les vaches, les chevaux, l'eau source de vie, avec une technique du nom de sgraffito, c'est-à-dire une incision directe dans la chaux vive. Pour plus d'informations sur le patrimoine de Crans-Montana, voici 3 ouvrages écrits par Sylvie Dorio Galofaro. C'est maintenant au tour de M. Yves Bagnou, ancien directeur de la clinique genevoise de 1992 à 2002. Alors, fin du 19e siècle, le canton de Genève ne dispose d'aucune structure médicale appropriée pour le traitement et la prise en charge des patients atteints de tuberculose. Alors que c'est le canton le plus touché de la Suisse et que la tuberculose est la première et la plus grande cause de décès dans le canton. 1896, à la suggestion de 3 médecins, le Conseil d'État décide de nommer une commission chargée d'étudier les mesures à prendre pour lutter contre la tuberculose. Une année plus tard, la commission dépose son rapport et propose 10 mesures, dont la principale est la construction d'un sanatorium d'altitude. 1897, le Conseil d'État nomme un comité d'initiative chargé de construire le sanatorium à Montana. Entre 1897 et 1901, la commission a lancé une souscription publique qui a rapporté 280 000 francs. Elle a acheté les terrains à Montana, elle a mandaté un architecte et elle a soumis le projet de construction à l'État du Valais pour l'obtention d'un permis de construire. L'État du Valais a souhaité que le mot indigent ne figure plus dans l'appellation d'établissement, mais qui fut remplacé par populaire. C'est en automne 1901 que débutent les travaux de construction. Et c'est le 23 octobre 1903 que les 2 premiers patients sont admis. La gestion de l'établissement est confiée à une fondation qui, en 1904, prévoyait déjà des difficultés financières et d'autres difficultés aussi. Difficultés financières car les prix de pension ne couvraient pas les prix de revient, ce qui cumulait les déficits. Difficulté de recrutement du personnel, le personnel genevois ne voulait pas se déplacer en Valais et le personnel valaisan était mal formé, imprécis et indiscipliné. Une troisième difficulté était le transport des malades car il n'existait pas de route carrossable, le funiculaire n'intervenant qu'en 1911. En 1920, le déficit s'accumulant, atteignant près de 400 000 francs, la Fondation décide la mise en vente de l'établissement et fait une proposition à l'État du Valais pour un montant forfaitaire de 700 000 francs. Pourquoi 700 000 francs? Parce que le Grand Conseil valaisan, quelques mois auparavant, avait accordé un crédit de même valeur pour la construction d'un établissement valaisan. Et le canton du Valais a également réservé 2 lits pour des patients valaisans. Cette décision de vente de l'établissement a provoqué de vives émotions à Genève et même des manifestations, tant et si bien que la Fondation a dû retirer cette proposition de vente. Les activités de la Fondation ne se limitèrent pas à la prise en charge des adultes, mais également à la prévention et au traitement des enfants. Dès 1909, on organisa des camps de vacances, puis l'école en plein air et enfin l'école dans le pavillon jeunesse. En 1930, on construisit l'annexe enfants, sanatorium enfants de 40 lits. En 1938,
on construit le pavillon jeunesse qui abritait 3 classes primaires avec des instituteurs venant de Genève et qui, dès 2000, est occupé par le centre scolaire de Crans-Montana. La découverte, en 1946, d'antibiotiques puissants permet de traiter la tuberculose avec beaucoup de succès, tant et si bien que le nombre de patients diminue d'une manière drastique. C'est ainsi qu'en 1968, on changea l'appellation de l'établissement et on l'appela Clinique genevoise de Montana et non plus Sanatorium. En 1973, la fondation fut dissoute et le patrimoine revint à l'État de Genève. Peu à peu, les patients atteints de tuberculose furent remplacés par des patients des traitements de médecine interne, de réadaptation, de psychosomatique et d'asthmatique. 1994, coup de massue. Le 6 juin 1994, le Conseil d'État décide la fermeture de l'établissement au 30 novembre. Le 7 juin, le directeur en est informé et une semaine plus tard, le chef du département se déplace à Montana pour informer tout le personnel en leur précisant leurs droits, à savoir soit être transféré à Genève, soit être bénéficiaire d'un plan social. Le Conseil d'État présente une loi au Grand Conseil pour la fermeture de la clinique et après 7 heures de débat, le résultat donne 48 oui pour la fermeture contre 42 non. Sur ce, les syndicats et les partis de gauche ont lancé un référendum qui a abouti et c'est ainsi que le 4 décembre, le peuple a été appelé à voter et a décidé le maintien de la clinique par 56,4%. En 2016, le Grand Conseil décide de rattacher la clinique au HUG. Ceci afin d'assurer la viabilité et la pérennité de l'établissement et également de favoriser le recrutement des médecins assistants sans suppression de postes. Alors le rapport annuel 2019 relève 1200 admissions pour 22 000 journées d'hospitalisation et un taux d'occupation de 90%. Nous sommes aujourd'hui dans les bâtiments du Centre valaisan de pneumologie, autrefois appelé Sanaval. Le professeur Vincent Barras, médecin et historien, fils du docteur Gabriel Barras, ancien patron du Sanaval, va nous raconter les débuts de cette épopée et nous parler de l'architecture particulière de ce genre d'établissement. L'histoire du bâtiment dans lequel je me trouve, à l'intérieur duquel je me trouve, c'est le sanatorium valaisan, son premier nom, sanatorium populaire valaisan même, pour être tout à fait précis, construit au début des années 40, inauguré au début des années 40, devenu plus tard, dans les années 80, le Centre valaisan de pneumologie. Cette histoire-là, c'est le résultat de 2 facteurs. Le premier facteur, c'est une préoccupation politique et de santé publique qui est liée à la lutte contre ce grand fléau qu'était au XIXe siècle et jusque dans la deuxième moitié du XXe siècle, la tuberculose. Et c'est aussi l'histoire d'une théorie médicale sur l'altitude et sur les bienfaits de l'air d'altitude. Et Montana, un endroit dans la commune sur laquelle se trouve cet établissement, est connu depuis la fin du XIXe siècle pour être un endroit qui héberge déjà différents sanatoriums, construits souvent sous l'initiative de privés, de personnes privées, et situé à une hauteur idéale, en tout cas pour les théories de l'époque, qu'on appelle les théories climatériques, celles qui pensent que le climat de moyenne altitude, 1500 jusqu'à 1800 mètres, c'est un climat excellent pour soigner toute une série de maladies, et en particulier les maladies pulmonaires, mais pas seulement. Et parmi les maladies pulmonaires, la tuberculose. Dans le contexte donc de la lutte contre les maladies transmissibles, et en particulier la tuberculose, qui est pour la plupart des États-nations européens et des cantons suisses au début du XXe siècle, une priorité sanitaire absolue. Le canton du Valais n'est pas à la traîne et, comme les autres cantons, essaie d'organiser la lutte contre ce fléau qui fait des ravages dans les familles et qui est lié, entre autres, aux mauvaises conditions sanitaires,
à l'habitat dans les plaines, à la concentration des populations, notamment des populations pauvres ou peu fortunées. Ils n'avaient souvent pas l'eau courante chez eux. Avec des conditions d'hygiène effectivement qui ne sont pas du tout celles que nous connaissons aujourd'hui. Bref, l'État du Valais se préoccupe beaucoup de cette question et l'arme que la science propose, la science médicale du temps propose pour cela, en l'absence encore d'un vaccin et d'autres mesures, c'est le sanatorium, c'est-à-dire le séjour en sanatorium, le séjour dans des endroits qui, comme leur nom l'indique, sont censés guérir, sanare en latin, guérir les personnes grâce aux vertus du bon air et du repos et de l'éloignement des villes, et y compris des tentations, la mauvaise hygiène et l'alcool, qui sont d'autres fléaux par ailleurs. Et les cantons du Valais, depuis le début du XXe siècle, cherche un endroit particulier et son choix se porte sur Montana, le plateau de Crans-Montana qui est déjà peuplé d'autres sanatoriums. Le choix se fait assez rapidement, il y a d'autres candidats, on pensait à Salvan, on pensait à d'autres endroits, mais le choix est retenu dans les années 20 déjà de faire quelque chose à Montana. Tout ça, c'est bien beau, comme tous les projets politiques, il faut de l'argent, et on mettra 20 ans, et des fondations privées, en particulier une fondation Vander, celle de Lovo-Maltine, qui met suffisamment d'argent pour que le canton puisse se mettre à construire. L'État du Valais se décide pour la construction de ce qui va devenir le Sanaval, et qui est inauguré en 1941, et c'est le bâtiment dans lequel on se trouve maintenant. Alors le Sanaval, comme on l'appelle familièrement, Sanatorium Populaire Valaisan, reçoit ses premiers patients en 1941. Le bâtiment comporte 2 étages et il est lui-même déjà conçu pour être un instrument thérapeutique. Le bâtiment en soi est un instrument thérapeutique et pas seulement les médicaments. En 1941, la principale thérapeutique, c'est la cure de repos et la cure de plein air. Et le bâtiment est pour ça crucial. Il faut donc de grands balcons sur lesquels, pendant la majeure partie de la journée, hiver comme été, les patients seront étendus, seront poussés de leur chambre jusque sur le balcon chaque jour pour pouvoir bénéficier de ce repos, du soleil dans certains cas, mais surtout de l'air et de l'aération, puisque c'est ce qui est considéré être le traitement prioritaire. Et ces cures durent plusieurs mois, c'est des cures de très longue haleine, parfois même plusieurs années dans certains cas graves. L'autre facteur qui est appliqué à ces malades, c'est la suralimentation. La tuberculose affaiblit énormément les gens et littéralement on les bourre d'un régime surcalorique. Si je donne les chiffres, ça paraît invraisemblable, jusqu'à 5000 calories par jour, de façon à ce que par la suralimentation, on puisse lutter contre la tendance de l'organisme d'être dégradé et d'être, au fond, brûlé par la tuberculose. Et depuis 1941 jusque dans les années 50, le principal traitement, ça sera celui-ci, jusqu'au moment de l'arrivée des antituberculeux, des médicaments antituberculeux. Alors au Sanaval, les différents médecins, surtout à partir des années 50, les médecins directeurs qui se succèdent, vont introduire les différentes méthodes thérapeutiques, cure de repos pour commencer, qui demeurera essentielle juste dans les 70, mais auxquelles s'adjoindront et deviendront elles aussi cruciales, les cures médicamenteuses, les antituberculeux, qui arrivent à la fin des années 40 et qui sont employés à large échelle, qui permettent de réduire d'une part les temps de séjour et d'autre part de guérir véritablement un certain nombre de tuberculoses, ce qui n'était peut-être pas le cas auparavant, ainsi que toutes les techniques chirurgicales, y compris l'exérèse pulmonaire dans certains cas. Et dans ce bâtiment, il y a eu d'excellents chirurgiens qui venaient de la plaine, le professeur Neff en particulier, qui a été un pionnier de la chirurgie pulmonaire en Suisse romande et qui venait sous l'impulsion d'un des médecins directeurs, qui était Gabriel Barras, qui a marqué la période des années 50 jusque dans les années 80. Avant lui, c'était le docteur Moderli qui avait dirigé ce sanatorium, et ainsi de suite avec les successeurs, et apportant chacun des nouvelles thérapeutiques. À partir des années 80, on le verra, ce sanatorium perdra sa fonction uniquement de centre de traitement de la tuberculose. À vrai dire, c'est déjà arrivé auparavant, dans les années 60 et 70 déjà. Les cancers du poumon deviennent très importants, la tuberculose tend à diminuer, ainsi que toutes les maladies dites professionnelles, la silicose et toutes les maladies de restriction pulmonaire qui feront que ce sanatorium élargira sa palette de patients, si on peut dire, des tuberculeux jusqu'à l'ensemble des maladies pulmonaires. Et ceci sonnera la fin du nom du sanatorium valaisan, trop marqué dans l'idée par la tuberculose, et qui deviendra le centre valaisan de pneumologie. Dans ce sanatorium,
comme d'ailleurs dans les établissements analogues construits un peu partout en Europe et aussi dans les autres endroits du monde, dans ces années-là, vers le milieu du XXe siècle, la partie la plus importante et la plus spectaculaire, je dirais, en tout cas la plus essentielle, c'est le balcon. Ces énormes galeries, extrêmement larges, de façon à laisser pouvoir mettre les lits des patients directement face au soleil, face à la vue. C'est à la fois les outils thérapeutiques, mais aussi c'est l'endroit où se déploie l'imagination des architectes qui font ici et là des prodiges architecturaux absolument incroyables. C'est parmi les chefs-d'œuvre de l'architecture moderniste des années 30 à 50, c'est les sanatoriums construits par des architectes très prestigieux, y compris ici au Sanatorium valaisan, où les architectes, au fond, ont imaginé, à la fin des années 30 et début des années 40, un continuum, l'ensemble des patients étant tous les jours mis à l'air libre, en fait, pour essayer de soigner leurs poumons. Et donc, la conjonction, si vous voulez, d'une architecture extrêmement spécifique et d'un souci thérapeutique fait de ces établissements des témoins historiques tout à fait intéressants. Ce sanatorium, le Sanatorium valaisan, c'est un des derniers établissements de ce genre construit en Suisse et même au plan international. Il a été inauguré en 1941. Et quelques 10 ou 15 ans après, le concept architectural même de la sanatorium apparaîtra comme un peu désuet, puisque la cure d'air qui impose ce type d'architecture sera remplacée assez vite par les antituberculeux. Alors ce qu'on voit là, et je crois est assez typique des derniers sanatoriums, une architecture très très épurée, où l'essentiel est constitué par les terrasses et les balcons. Et on voit ici cette forme très pure et magnifique. Et les architectes ont vraiment beaucoup travaillé pour donner des formes extrêmement épurées qui sont à la fois symboliques, l'épuration, la pureté de l'air, mais aussi des traitements médicaux, et qui sont aussi réels, puisqu'il s'agit d'avoir le moins de complications architecturales possibles pour avoir le maximum d'aération en particulier. Voilà. Un sanatorium comme celui-ci, on le constate, n'est pas un sanatorium où les patients sont exposés au soleil. Certaines formes de tuberculose, dans les théories de l'époque, sont sensibles au soleil. Dans des cas comme ceci, les tuberculoses osseuses en particulier, eh bien, on aura des terrasses différentes avec beaucoup plus d'ensoleillement. Exemple, les uns qui se spécialisent dans des formes de traitement de tuberculose héliothérapique, avec une héliothérapie, alors qu'ici, le soleil n'est pas forcément indiqué pour les tuberculoses pulmonaires, qui sont la clientèle première de ces établissements. Donc, on verra des variations architecturales, terrasses découvertes, terrasses recouvertes, avec toute une série de possibilités de variations. Outre le balcon, le sanatorium est aussi un endroit, l'intérieur des sanatoriums, les chambres et les couloirs intérieurs sont très importants dans la logique, en tout cas des médecins et des architectes qui conçoivent ces architectures nouvelles. L'intérieur du sanatorium, des chambres en particulier, doit répondre aux normes les plus strictes de l'hygiène de l'époque. On connaît la cause de la tuberculose, un bacille, le bacille de corps. Tout doit être fait pour éviter sa présence, en tout cas faire en sorte qu'elle soit la plus rapidement éliminée, d'où l'importance des linoléums, le linoléum qui doit recouvrir, qui est facilement lavable, qui recouvre la plupart des chambres, en tout cas on essaie de l'installer la plupart du temps, on évite les parquets en bois par exemple. Par ailleurs, aussi les coins de toutes les chambres doivent être courbes, de façon à pouvoir passer le balai et qu'il n'y ait pas de recoins plein de poussière. Les parois doivent être lisses, il y a toute une série de prescriptions architecturales, d'architecture de l'intérieur qui sont tout à fait cruciales dans la logique de la lutte contre la tuberculose et dans le soin de la maladie au milieu du XXe siècle. Il en va de même pour le mobilier, pas seulement l'architecture, mais le mobilier, les lits en métal, les meubles les plus simples possibles, avec le moins de recoins possible, de façon à pouvoir les laver le plus facilement possible et éviter les tissus comme les rideaux, par exemple, dans lesquels on suppose que peuvent s'accrocher les bacilles de Corse. Mon père, Gabriel Barras, a dirigé cet établissement, le Sanaval, des années 50, 54 exactement, jusque dans les années 80, en 1983. Donc un règne, si on peut dire, de près de 30 ans. Il a été le médecin directeur. C'est l'époque où le médecin directeur avait en quelque sorte plein pouvoir et c'est l'époque avec le directeur administratif qu'on appelait l'économe, qui était son ami, son meilleur ami et son fidèle collaborateur Algéduc. À eux deux, ils ont fait énormément pour ce sanatorium. Ça a été l'œuvre de leur vie.
En particulier, ce sanatorium construit dans les années 40 a très vite été insuffisant pour les besoins. Ils ont dû lutter au niveau de l'État du Valais ou demander à l'État du Valais de le rehausser, ce qui a été fait à la fin des années 60. En 1970, le bâtiment était rehaussé d'un étage. Et l'œuvre de la vie d'un médecin de cette époque s'occupant de santé publique et de tuberculose, c'était s'occuper du sanatorium, mais aussi de toutes les questions qui étaient afférentes à la question de la tuberculose, et en particulier, une d'entre elles, c'était l'alcoolisme. Pour mon père, là je peux faire recours à des anecdotes personnelles, c'était presque une obsession, mais je pense qu'elle était fondée sur une expérience réelle, à savoir que la consommation d'alcool avait fortement à voir avec l'aggravation des cas de tuberculose, voire même provoquant dans beaucoup de familles des désastres, amenant aussi, du point de vue sanitaire, à la tuberculose. Et on se souvient de lui, nous habitions toute notre famille juste derrière, dans la maison des directeurs, et on se souvient de mon père nous rendant attentifs au fait que tout autour dans la forêt, il pouvait y avoir des cachettes dans lesquelles on risquait de tomber sur des bouteilles d'alcool, parce que les patients, évidemment, c'était une sorte de lutte entre le directeur, le médecin directeur, et les patients. Le médecin directeur, c'était celui qui devait empêcher la consommation d'alcool, et évidemment les patients n'entendaient pas toujours cette oreille, et ils trouvaient toutes les ruses possibles pour cacher dans les souches des vieux arbres des bouteilles d'alcool, et ils s'échappaient du sanatorium dans la journée pour aller essayer de consommer de l'alcool. Autrement dit, l'armoire de la chambre, c'était pas une bonne cachette. Alors, l'armoire de la chambre était très surveillée par les sœurs infirmières et par les médecins et le médecin directeur qui étaient très stricts sur ce plan-là. Mon père avait une réputation tout à fait terrible pour certains de ses patients qui aimaient bien boire, et ils avaient trouvé des subterfuges, mais mon père et ses collègues le savaient aussi, et c'était une sorte de jeu de chat et de la souris, si vous voulez, assez continuel, qui nous autres comme enfants, on trouvait ça plutôt rigolo, mais je peux comprendre que dans l'esprit et dans la tête d'un médecin directeur, c'était un véritable problème que cette consommation d'alcool. Les ravages que fit la maladie à cette époque ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Cela ne veut pourtant pas dire que la tuberculose a complètement disparu. Docteur, vous êtes médecin-chef du sanatorium valaisan. La tuberculose est-elle une maladie encore répandue en Suisse ? Chaque année, nous découvrons en Suisse approximativement 6 à 8 000 nouveaux cas de tuberculose. Par exemple, dans notre sanatorium, qui a une contenance de 190 lits, l'occupation moyenne est de 95% environ, régulièrement chaque année. La plupart sont des malades pulmonaires, de 10% environ sont des malades osseux ou génito-urinaires. Avec l'évolution de la science, existe-t-il une nouvelle thérapeutique ? Chaque année, il y a des nouveaux antibiotiques ou des nouveaux médicaments qui sortent sur le marché et qui sont utilisés. Ce sont d'excellents médicaments. Nous pouvons également actuellement avoir recours à l'exérèse, c'est-à-dire enlever une partie du poumon malade. Mais de toute façon, cela ne suffit pas et la cure de repos reste indispensable. Mais on soigne la tuberculose en ville surtout. Pourquoi alors en montagne également ? Eh bien, il faut dire que si nous comparons les résultats des traitements des sujets traités en plaine ou à la montagne, le résultat est certainement supérieur pour le lot des malades soignés au sanatorium, car le repos est effectivement bien mieux fait en sanatorium qu'en plaine. Alors, vous nous invitez à une visite du sanatorium ? Très volontiers, monsieur. Donc nous sommes en 1984 et Jean-Marie Tchob prend la direction du Centre valaisan de pneumologie. J'aimerais honorer la mémoire de Jean-Marie Tchob qui est décédé le 20 septembre 2020 d'un accident. C'est un homme qui a construit une pneumologie moderne en Valais et qui est un ami de beaucoup d'entre nous. Je reviens à 1984, à son arrivée. Après une année d'observation du site,
Jean-Marie Tchopp constate que la tuberculose est une activité qui est en diminution et il cherche des activités de remplacement. Et moi j'en vois deux en lisant ces rapports et des souvenirs que j'ai des discussions avec Jean-Marie Tchopp. La première, c'est l'oncologie thoracique. C'est quelque chose qui a été très important. Il a développé une oncologie thoracique avec une chirurgie thoracique, avec beaucoup d'efficacité en collaboration avec Genève. La deuxième activité qui a été importante, c'est tout ce qui a concerné les maladies respiratoires chroniques. Le professeur Tchopp avait un intérêt pour la pollution de l'air, et en particulier pour le tabagisme, qui est une variante de pollution de l'air, comme il le disait, et de l'impact de ceci sur la population. Et un des grands travaux de l'époque de Montana et du professeur Tchopp a été d'agir pour diminuer l'exposition tabagique de la population, et ce travail a été remarquable. Alors Jean-Marie Tchopp a développé toute une activité autour de la BPCO, les programmes BPCO, l'enseignement des médecins de ville, et ça a été quelque chose de tout à fait remarquable. Un troisième axe peut-être de Montana dans ces années-là, c'est l'ouverture du laboratoire du sommeil. Et c'est un des premiers laboratoires du sommeil à s'ouvrir en Suisse romande. Ça a été là aussi quelque chose d'absolument novateur à l'époque, et ça a amené beaucoup de patients là-haut. Les années 80, les années 90, et particulièrement les années 90, sont des années de crise économique qui entament beaucoup les finances d'un établissement comme le CVP à l'époque, et qui amènent à des décisions assez lourdes. Donc on voit une réaction de l'institution en réduisant le nombre de lits et en réduisant la durée des séjours, ce qui a permis de maintenir les choses à flot pendant quelques temps. Mais la pression a été très très forte, et elle se ressent dans les rapports du médecin directeur des années 90 jusque dans les années 2000, avec cette préoccupation permanente de rationaliser les soins et d'économiser. En 2013, Jean-Marie Tchopp quitte ses fonctions, et j'arrive à Montana comme médecin-chef de la pneumologie, dans une situation qui est pas si simple. Une des premières nouvelles qui arrive peu de temps après, c'est le changement de planification sanitaire. Il faut savoir que de nouveaux critères ont été mis en place qui définissent ce que c'est qu'une pneumologie aiguë ou une médecine interne aiguë et une médecine de réhabilitation. Et un centre comme Montana n'a pas les moyens d'avoir une médecine aiguë. On n'a pas de scanner, on n'a pas de soins intensifs, et il est impossible de faire ceci. Alors ceci a un gros impact sur le financement, parce qu'évidemment des lits de réhabilitation sont moins profitables que des lits de médecine aiguë. Il faut savoir également que dans les années 2000, on a de gros changements en termes de réhabilitation respiratoire. Les patients sont de plus en plus sévères, on va réhabiliter des hypertensions pulmonaires, on va réhabiliter des patients avec des fibroses pulmonaires, on a des patients qui nécessitent plus de surveillance, plus de soins, et il est difficile, voire impossible, de maintenir ce niveau de sécurité dans un centre à 1500 mètres d'altitude. Ces éléments, difficultés économiques, sécurité des patients, se compliquent d'un point supplémentaire qui est le recrutement du personnel, et en particulier des docteurs. Il faut savoir que dans ces années-là, enfin dans les années 2013, 2014, 2015, etc., il est extrêmement difficile de recruter des médecins compétents. Et tout ça mis ensemble amène la direction de l'hôpital du Valais, le service de pneumologie, le service de la santé, a finalement décidé d'un déplacement d'activité vers un site de plaine, de manière à assurer la sécurité des patients et avoir une activité qui est financièrement tenable. La 4e clinique du Haut-Plateau est la Luzerne Höhenklinik, autrement dit, la clinique lucernoise d'altitude de Montana. Dès 1901, à l'instar d'autres cantons suisses, le canton de Lucerne cherche à acheter un terrain ou acquérir un immeuble afin d'y installer un sanatorium.
En 1948, ils prennent possession d'un vieil hôtel à Arosa, mais c'était sans compter sur l'opposition farouche de ses habitants qui refusent de mélanger tuberculeux et touristes. On se tourne encore vers la région du Rigi ainsi que l'Entlebuch, mais malheureusement, ces régions ne conviennent pas du point de vue climatique. En 1952, la chance sourit enfin. Le British Sanatorium de Montana est à vendre, et en plus de ça, à un prix tout à fait intéressant. Il faut dire que la livre anglaise a beaucoup dévalué et qu'il n'est plus possible d'exploiter cet établissement. C'était effectivement une bonne affaire. Ainsi, des photos de 1931 glanées dans la revue médicale The British Journal of Tuberculosis révèlent un bâtiment bien structuré, avec terrasse, un confort tout britannique à l'intérieur. Il faut dire que la clientèle était aisée, consacrant ses loisirs au golf, au tennis en été, au ski et au patin en hiver. En mars 1953, les portes du sanatorium lucernois s'ouvrent. Mais entre-temps arrive sur le marché la vaccination BCG et l'antibiotique, la streptomycine, ce qui va faire drastiquement chuter le nombre d'hospitalisations. Malgré ça, on entreprend des travaux de rénovation pour 2,3 millions de francs entre 1967 et 1969 et on commence à diversifier les causes d'hospitalisation. En 1993, contre l'avis de son gouvernement et lors d'un référendum, le peuple plébiscite le maintien de l'établissement avec un score énorme, soit 100 000 oui contre 24 000 non. On procède alors à d'importantes rénovations et agrandissements pour un montant de 27 millions de francs. Aujourd'hui, les prestations sont étendues, bien entendu, à la pneumologie, mais également à l'oncologie, à la réhabilitation cardiaque, mais également celle de l'appareil locomoteur, aux troubles psychosomatiques, ainsi qu'aux troubles du sommeil. L'avenir reste très incertain, car les finances du canton de Lucerne ne sont pas au beau fixe. En 2005 et 2014, il y a eu tentative de vente de l'établissement. Mais qui veut investir une telle somme alors que l'affectation du bâtiment ne peut pas changer? L'âge d'or des sanatoriums se situe entre environ 1860 et 1950, date à laquelle on découvre le premier antituberculeux, la streptomycine, qui va permettre de guérir ces malades. Dès lors, c'est une décroissance inéluctable de l'intérêt de ces établissements malgré une offre médicale diversifiée. Montana en particulier a eu jusqu'à une dizaine de cliniques thérapeutiques, souvent en main privée pour une clientèle aisée et pas moins d'une dizaine de pensions de cure. En 2020, il reste encore 4 établissements à Montana, mais au cours de cette même année, le Centre valaisan de pneumologie va fermer ses portes après avoir rapatrié ses lits en plaine. Un sursis d'environ 3 ans lui est encore accordé grâce à l'hébergement des patients de l'établissement médico-social de Lens, dont le bâtiment va être rénové et agrandi. Alors, quel avenir pour ces cliniques du Haut-Plateau? La médecine se fait de plus en plus sur un mode ambulatoire. Ses coûts sont de plus en plus élevés, exigeant de la part des autorités une certaine restriction du nombre de lits, mais surtout une concentration de ces lits dans des centres équipés de la plus haute technologie pour assurer les meilleurs soins à la population.